Vincent Capo-Canella, rapporteur spécial de la Commission des finances pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues, je commencerai d'abord par rendre compte des crédits du programme 159, expertise, information géographique et météorologie. Ce programme regroupe les subventions pour charges de service public du CEREMA, de l'Institut géographique national de l'information géographique et forestière, IGN, et de Météo France. Après une décennie de baisse substantielle de ses moyens, Météo France connaît un répit qui est bienvenu depuis l'année dernière. Et nous en avions parlé, Monsieur le Ministre, je me souviens, dans cet hémicycle. Répit bienvenu, car comme je l'avais exposé dans un rapport d'information il y a 2 ans, l'opérateur Météo France est de plus en plus sollicité du fait de la multiplication des phénomènes extrêmes. En 2024, ses effectifs doivent progresser de 25 emplois, c'est notable. À l'horizon 2026, Météo France devra par ailleurs investir dans de nouveaux supercalculateurs pour 350 millions d'euros. Tout n'est pas réglé, mais c'est quand même un pas. L'année dernière, dans notre rapport, je vous avais présenté la transformation en cours au sein de l'IGN. Je vous avais aussi signalé, au-delà de cette stratégie qui était proposée par la direction générale, qui est robuste et qui mérite d'être conservée, je vous avais aussi signalé quand même un risque de trou d'air en indiquant que son modèle économique était dépendant de grands programmes financés par des commanditaires publics et souvent par d'autres ministères d'ailleurs, alors qui parfois se font un peu tirer l'oreille pour apporter leur obol au niveau des commandes qui peuvent être les leurs ou bien pour réactualiser le montant des crédits. Ce risque de trou d'air que je pressentais est arrivé plus tôt que je ne pouvais l'imaginer. L'IGN risquait d'être à court de trésorerie dès l'année prochaine et je me réjouis que nous ayons pu, en bonne concertation avec l'Assemblée, le gouvernement et avec l'aide active du rapporteur général du Sénat, traiter cette question dans le cadre du projet de loi de fin de gestion pour 2023, puisqu'à cette occasion, j'ai déposé un amendement qui a été adopté par le Sénat et qui a permis de verser une subvention exceptionnelle de 4 millions d'euros à l'opérateur. Ce versement permettra à l'IGN de présenter un budget à l'équilibre pour le conseil d'administration qui aura lieu vendredi. Ce conseil avait été décalé pour justement s'assurer qu'un certain nombre d'autres décisions soient affermies par les autres ministères et je crois que c'est le cas. Je souhaite qu'il y ait un conseil qui permette de continuer sur cette stratégie qui a été excellemment définie et qu'il faut maintenant mettre en œuvre en se donnant tous les moyens. Je viens maintenant sur le CEREMA, si je puis dire. Après un passage à vide, le CEREMA a trouvé, je crois, une vraie dynamique. Il y a eu un travail de remobilisation sur plusieurs années qu'il faut saluer. Le nouveau modèle de quasi-régie conjointe État-collectivité que nous avions voté ici même dans la loi 3DS s'est mis en place cette année et les premiers résultats paraissent encourageants. Du fait de cette vitalité retrouvée pour la première fois de son histoire, les effectifs du CEREMA devraient augmenter de 10 emplois en 2024. Alors 10 emplois, ça ne clôt pas forcément toute la discussion, mais malgré tout, c'est aussi un signal dans le bon sens que je veux saluer. J'en viens à présent au budget annexe contrôle et exploitation aérien, le BACEA. Après des années marquées par la pire crise de son histoire, avec une encoche de trafic très importante pendant plusieurs années, une baisse très, très brutale, le transport aérien retrouve maintenant quelques couleurs. Le trafic a presque retrouvé son niveau d'avant-crise. Alors, il y a des différences entre le trafic domestique, certaines destinations comme l'Asie par exemple, et puis les difficultés aussi par les désordres et les guerres dans différents secteurs du monde qui affectent le trafic. Mais grosso modo, on revient presque au niveau d'avant-crise. En 2024, il y a les conséquences de rattrapage de la crise, donc le rattrapage des conséquences de la crise, et donc les redevances de navigation aérienne dépasseront leur niveau d'avant-crise. C'est un élément majeur puisque vous savez que ce budget annexe est assis en ressources sur les redevances. Le transport aérien s'en porte mieux, on peut s'en réjouir. Cependant, je ne voudrais pas vous cacher ma préoccupation s'agissant des répercussions sur le secteur de la nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, car les aéroports me paraissent être une victime collatérale de la volonté de l'État de mettre à contribution les sociétés d'autoroutes. Les aéroports sont un peu la Libye
dans cette affaire, avec des conséquences financières qu'il faut regarder. J'ai eu l'occasion de les détailler à l'occasion de la discussion de l'article 15 du PLF. Mais je voudrais dire que, d'une part, cette taxe se traduira par un avantage concurrentiel pour les compagnies low cost et fragilisera certains aéroports. Avantage concurrentiel pour les low cost parce qu'une partie des low cost, en tout cas, ne vient pas sur les grands aéroports. La DGAC est en pleine négociation de son nouveau protocole social. Monsieur le ministre, ce que je veux dire, c'est que se pose la question de la régulation tarifaire et la question du principe de la modération tarifaire. La DGAC est en pleine négociation de son nouveau protocole social, une pratique quelque peu atypique qui est censée se traduire par du donnant-donnant et avec des efforts de productivité des contrôleurs en échange de mesures indemnitaires. De mon point de vue, jusqu'ici, cette pratique n'a pas fait ses preuves et c'est là un euphémisme. Les objectifs en termes de performance de ce nouveau protocole semblent ambitieux, mais je reste dubitatif. Le PLF 2024 marque une impulsion budgétaire supplémentaire en faveur des investissements de la DSNA. J'avais plaidé sur ce point dans un rapport du mois de juin dernier et nous sommes évidemment dans la bonne perspective de ce plan-là. Il s'agit de mettre en œuvre une nouvelle impulsion avec la transition d'un nouvel outil d'assistance du contrôle aérien, 4Flight, vers un système qui pourra être mutualisé avec les partenaires européens, la DSNA. Et puis, il s'agit aussi de traiter l'obsolescence des infrastructures qui avait été un peu perdue de vue, mais qui se rappelle à nous. Dernier mot sur la dette du BACEA. Après avoir culminé à 2,7 milliards d'euros en 2022, elle a amorcé son repli cette année, mais la décrue sera longue. Monsieur le ministre, pour terminer, je voudrais, comme je l'ai fait tout à l'heure en disant qu'il y avait un souci quand même sur la régulation aéroportuaire et la modération tarifaire quand on regarde les effets de cette nouvelle taxe sur certains aéroports qui ne pourront pas la compenser en vertu de la modération tarifaire. Je vais juste avoir un mot sur un amendement que j'ai eu le plaisir de soumettre au Sénat qu'il a voté concernant l'incorporation des carburants durables pour le transport aérien. Il me semble qu'au-delà des mesures qu'a excellemment annoncé le président de la République avant le salon du Bourget, pour la production de carburants durables, il faut réfléchir à une incitation et à une régulation sur les prix, car nous avons des prix qui sont 2 fois supérieurs aux États-Unis, par exemple. Merci.